Assalamu alaikum. C'est Ahlam Dib. Je vais vous expliquer chapitre 3, facteurs cinétiques, partie 1. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez vos outils. Dans cette vidéo, on va vous présenter les facteurs cinétiques qui modifient la vitesse d'une réaction chimique. Nous avons vu dans le chapitre 2 que durant une réaction chimique, la concentration du produit augmente avec le temps et une courbe cinétique ayant cette allure est obtenue. Pour chaque réaction chimique, à t égale 0, la pente de la tangente à la courbe a une valeur maximale. Et puisque la pente de la tangente à la courbe vaut la vitesse instantanée, on dit que à t égale 0, la vitesse est maximale. Avec le temps, la pente de la tangente à la courbe diminue progressivement. Alors, on dit que avec le temps, la vitesse diminue. Après un temps suffisamment long, c'est-à-dire à l'infini, la tangente à la courbe devient horizontale, indiquant une pente presque nulle. Alors, à t égale infini, la vitesse s'annule, on dit que la réaction est terminée. Mais qu'est-ce qui cause la diminution de la vitesse de réaction? La théorie des collisions répond à cette question. La théorie de collision affirme que le déclenchement d'une réaction chimique nécessite que les réactifs présents dans le milieu entrent en collision les uns avec les autres. Ces collisions doivent avoir une énergie suffisante pour qu'elles soient efficaces. Et la vitesse de réaction chimique est déterminée par la fréquence de collision efficace. Fréquence ici, c'est le nombre de collisions par seconde. Revenons à notre graphe pour expliquer l'allure de la courbe selon la théorie des collisions. Initialement, les réactions sont rapides car il y a un grand nombre de particules des réactifs. Cela signifie qu'il y a un grand nombre de collisions par seconde. Avec le temps, les réactions deviennent de plus en plus lentes car le nombre des particules des réactifs diminue. Alors, il y a un petit nombre de collisions par seconde. Finalement, les réactions s'arrêtent car toutes les particules des réactifs sont consommées, c'est-à-dire le nombre de collisions par seconde est 0. Considérons deux récipients, 1 et 2. Chacun contient des particules qui peuvent réagir ensemble. Les deux récipients ont le même volume. N'oubliez pas que la vitesse d'une réaction dépend du nombre de collisions efficaces par seconde. Dans le récipient 2, il y a le double du nombre de particules du récipient 1 dans le même volume. En d'autres termes, la concentration des particules est le double de celle dans le récipient 1. Cela signifie que dans le récipient 2, le nombre de collisions par seconde est le double celui du récipient 1. Et la vitesse de réaction dans le récipient 2 vaut 2 fois la valeur de la vitesse dans le récipient 1. Comme conclusion, la concentration des réactifs est un facteur cinétique. La vitesse de réaction augmente lorsque la concentration des réactifs augmente et vice-versa. Vice-versa signifie que, aussi, lorsque la concentration des réactifs diminue, la vitesse de réaction diminue aussi. Puisque la concentration des réactifs et la vitesse varient dans le même sens, alors on dit qu'elles sont proportionnelles. Considérons la réaction d'oxydation des ions iodure I- dans un milieu acide. Pour étudier l'influence de la concentration initiale d'un réactif, on va prendre 3 mélanges réactionnels A, B et C, où les réactifs initiales sont les mêmes, mais les concentrations initiales de l'un des réactifs sont différentes. Ce tableau résume
les concentrations initiales des réactifs. La concentration initiale de H+ est la même dans les trois mélanges, ainsi que la concentration de H2O2. La concentration de I- dans le mélange C est plus grande que celle dans le mélange B, plus grande que celle dans le mélange A. H2O2 ici est le réactif limitant dont la concentration initiale est la même dans les trois mélanges. L'étude de la concentration du produit avec le temps nous permet de tracer trois courbes. On remarque que la vitesse de réaction à t égale 0 et à tout moment de la réaction est la plus grande dans le milieu réactionnel où la concentration initiale de I- est la plus élevée. Je parle ici du mélange C. Puis vient le mélange B et puis A. Faites attention que la concentration maximale au final de I2 dans les trois mélanges est la même. Pourquoi? Tout simplement car elle dépend du réactif limitant qui est H2O2 dont la concentration est la même dans les trois mélanges. Mais cette concentration finale est atteinte en C avant que dans B, avant que dans A, où la concentration initiale de I- est la plus petite. Aussi, pour un même instant T, on remarque que la concentration de I2 dans A est plus petite que celle en B, plus petite que celle dans C. Cela peut être aussi remarqué par la couleur de I2 qui est plus foncée dans le mélange où sa concentration est la plus élevée. Pour la même réaction, si I- maintenant est le réactif limitant et si sa concentration change entre ces trois mélanges, on obtient les courbes de cette façon. Dans ce cas, la concentration finale de I2 dans C est plus grande que celle dans B, plus grande que celle dans A. Car la concentration de I2 finale dans ces trois mélanges dépend de la concentration initiale de I- qui n'est pas la même dans les trois mélanges. Observons maintenant une vidéo qui présente une expérience simple montrant la relation entre la concentration des réactifs et la vitesse de réaction. Y a-t-il d'autres facteurs qui affectent la vitesse de réaction? Oui, bien sûr. Commençons avec la température. La température d'une substance reflète son état d'agitation thermique. Lorsque la température du mélange réactionnel augmente, les particules vont avoir plus d'énergie et deviennent donc plus agitées et se déplacent plus rapidement. Cela va augmenter la probabilité de collision entre les particules des réactifs. Ainsi, la vitesse de réaction augmente. Observons maintenant une expérience que vous pouvez réaliser à la maison avec un comprimé de vitamine C. Cette réaction prouve que lorsque la température augmente, la vitesse de réaction augmente. Comment la température affecte-t-elle la vitesse de réaction? Pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. On va utiliser la réaction entre le comprimé de vitamine C et l'eau. On a ici deux comprimés de vitamine C et deux verres d'eau. Un verre contient de l'eau chaude et l'autre de l'eau froide. À un même instant,
On met le comprimé de vitamine C dans l'eau. Que remarquez-vous? Dans les deux verres, la couleur de la solution change de l'incolore à l'orange et il y a une effervescence due au dégagement d'un gaz. Aussi, on remarque que la vitesse de réaction est différente. Dans le verre contenant l'eau chaude, la couleur de la solution change plus rapidement et l'effervescence s'arrête plus tôt. En conclusion, lorsque la température augmente, la vitesse de réaction augmente. Revenons à la réaction d'oxydation des ions iodure I- en milieu acide. Considérons deux mélanges réactionnels A et B qui présentent les mêmes réactifs et les mêmes concentrations initiales et qui diffèrent seulement par la température. N'oubliez pas que si on veut étudier l'effet d'un facteur, on change ce facteur, mais on garde les autres facteurs constants. Dans le mélange A, la température est 20 degrés, alors que dans B, elle est 60 degrés. Ce tableau résume les conditions de l'expérience. On a les mêmes réactifs et les mêmes concentrations initiales aussi. La différence, c'est seulement par la température du mélange réactionnel. Ainsi, deux courbes sont obtenues. La courbe qui est au-dessus de l'autre présente une vitesse plus grande à t égale 0 et à chaque instant. Cette courbe correspond au mélange B où la température est plus élevée. Mais la concentration maximale de I2 est la même dans les deux mélanges, mais elle est atteinte dans le mélange B avant qu'elle soit atteinte en A. Aussi, à un instant t choisi, on observe que la concentration de I2 dans B est plus grande que celle dans A à cet instant choisi. Cela aussi peut être observé par la coloration de I2 qui est plus foncée dans le mélange où sa concentration est plus importante. Un autre facteur affecte la vitesse de la réaction, c'est la surface de contact d'un réactif solide. On a ici en vert les particules d'un réactif solide. Ces particules réagissent avec d'autres particules en solution. Les particules en solution, les particules rouges ici, peuvent réagir seulement avec les particules vertes qui sont à la surface du solide. Ici, on a la même masse du solide, mais il est ici en deux blocs au lieu de un. Avec ces deux blocs, on a une surface de contact avec l'autre réactif plus grande que celle avec un seul bloc. Et alors, toutes ces particules peuvent réagir. Ainsi, on a plus de collisions et par suite, la vitesse de réaction augmente. La surface de contact d'un réactif est un facteur cinétique. La vitesse de réaction augmente lorsque la surface de contact d'un réactif solide augmente et vice-versa. Observons une vidéo qui présente une expérience réalisée avec un comprimé de vitamine C et qui montre que lorsque la surface de contact d'un réactif solide augmente, la vitesse de réaction augmente. Comment la surface de contact d'un réactif solide affecte la vitesse de réaction? Pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. On va utiliser la réaction entre un comprimé de vitamine C effervescent et l'eau. Ici, on a deux verres d'eau et deux comprimés de vitamine C, un comprimé tout entier et un autre écrasé en poudre. Que se passe-t-il lorsque le comprimé et la poudre sont ajoutés à l'eau? Voyons. Dans les deux verres, du gaz se dégage et la couleur de la solution change de l'incolore à l'orange. On remarque aussi que la vitesse de réaction est différente. Dans le verre où on a ajouté la poudre de vitamine C, le changement de couleur a lieu rapidement et le dégagement du gaz s'arrête plus tôt. On conclut que la diminution de la taille des particules augmente la surface de contact d'un réactif solide et par suite augmente la vitesse de réaction. L'agitation
peut aussi accélérer une réaction en augmentant le nombre de collisions entre les particules des réactifs. L'agitation est réalisée à l'aide d'une tige en verre ou bien à l'aide d'un agitateur magnétique et son barreau aimanté. Maintenant, le dernier facteur cinétique dans notre vidéo, c'est l'utilisation d'un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction et qui se trouve inaltérée du point de vue chimique à la fin d'une réaction chimique. C'est pour cela qu'un catalyseur n'est écrit ni avec les réactifs ni avec les produits. Il est écrit sur la flèche de l'équation d'une réaction chimique. Avant d'aborder les caractéristiques d'un catalyseur, je vais vous demander si vous avez déjà entendu par le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène est une solution vendue en pharmacie. Elle a plusieurs usages quotidiens. On peut l'utiliser pour désinfecter les plaies, pour blanchir les ongles et les dents. Aussi, c'est un nettoyant désinfectant. Aussi, on peut l'utiliser pour désinfecter les fruits et les légumes. La formule chimique du peroxyde d'hydrogène est H2O2. Le peroxyde d'hydrogène est aussi appelé eau oxygénée. Le peroxyde d'hydrogène se décompose naturellement selon l'équation de la réaction suivante. Le peroxyde d'hydrogène ou l'eau oxygénée donne de l'eau et de dioxygène gazeux. Cette réaction est très lente. Alors, si on a une solution de peroxyde d'hydrogène dans un Erlenmeyer, si je passe des heures à l'observer, je ne peux pas remarquer le dégagement du dioxygène gazeux. Cette réaction de décomposition lente peut être accélérée en utilisant un catalyseur. C'est l'eau oxygénée. Le catalyseur qu'on va utiliser ici, c'est le dioxyde de manganèse, MnO2. Regardez, une toute petite pincée est suffisante pour ce volume important. On va voir ça par les caractéristiques du catalyseur après. Une fois MnO2 est ajouté à l'eau oxygénée observée, on peut facilement observer le dégagement du dioxygène gazeux. Alors, on dit que la réaction de décomposition est catalysée par MnO2. Le fait d'accélérer une réaction chimique en utilisant un catalyseur est appelé en chimie catalyse. Une catalyse peut être homogène ou bien hétérogène. Dans une catalyse homogène, le réactif et le catalyseur forment une seule phase. Prenons cet exemple, les ions Fe3+ peuvent catalyser la décomposition de l'eau oxygénée. Ici, les ions Fe3+ sont dissous dans la solution et H2O2 est un liquide, alors les deux forment une seule phase, alors on dit que la catalyse est homogène. Dans une catalyse hétérogène, le réactif et le catalyseur forment plus qu'une phase. C'est l'exemple de l'eau oxygénée avec le MnO2. MnO2 est un solide, ici en poudre. Il forme avec l'eau oxygénée liquide deux phases, alors la catalyse est dite hétérogène. Passons maintenant aux caractéristiques du catalyseur. Un catalyseur ne donne pas une quantité supplémentaire du produit. Il nous donne la même quantité du produit, mais en un temps plus court. Un catalyseur ne peut pas catalyser que les réactions possibles chimiquement. Un catalyseur est chimiquement inchangé à la fin de la réaction. Un catalyseur est caractérisé par son activité. L'activité du catalyseur peut être définie par la capacité d'une quantité minimale du catalyseur d'augmenter la vitesse d'une réaction d'une façon notable. Et les catalyseurs agissent souvent à faible dose. Un catalyseur est aussi caractérisé par sa sélectivité. En partant des mêmes réactifs, les produits d'une réaction peuvent être différents. Ici, on a le même réactif,
qui est l'éthanol ici, si on utilise comme catalyseur Al2O3, on obtient comme produit un alcène, tandis que si j'utilise le cuivre Cu comme catalyseur, j'obtiens un produit organique totalement différent qui est un aldéhyde. Alors, on dit que le catalyseur dirige la réaction vers la formation d'un produit spécifique. Pour résumer, je peux dire que pour augmenter la vitesse de réaction, je peux ou bien augmenter la concentration initiale des réactifs, augmenter la température du système réactionnel, augmenter la surface de contact du réactif solide en le pulvérisant par exemple, ou bien utiliser un catalyseur. C'est l'essentiel de notre vidéo et c'est votre agenda. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.